Adrien Beaumont se tenait devant la grille en fer forgé, et il savait déjà qu'il ne ressortirait pas indemne de cette maison. Le manoir se dressait dans la brume automnale comme une bête accroupie, ses pierres grises mangées par le lierre, ses fenêtres noires et vides fixées sur lui. 32 ans qu'il n'avait pas franchi ce seuil. 32 ans depuis la mort de son père, retrouvé au pied du grand escalier, le crâne fracassé, les yeux encore ouverts vers le palier supérieur. Comme son grand-père avant lui, comme son arrière-grand-père, comme tous les Beaumont depuis 1847, le vent d'octobre sifflait entre les colonnes de l'entrée, charriant une odeur de pierre mouillée et de feuilles mortes. Adrien resserra son manteau de laine et poussa la grille. Le grincement résonna dans la vallée silencieuse. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Il avança dans l'allée de gravier, ses pas crissant dans le silence. La propriété des Beaumont avait toujours été à l'écart du village de Saurier, perché sur une colline dominant les forêts de châtaigniers. Les paysans du coin ne passaient jamais par ici, même pour raccourcir leur chemin. Ils faisaient un détour, toujours. Adrien avait reçu la lettre du notaire 3 semaines plus tôt, à Lyon, où il travaillait comme comptable dans une manufacture textile. Monsieur Beaumont, en tant que dernier héritier direct, vous êtes convoqué pour la lecture du testament et la remise des clés de la propriété familiale. La signature était tremblante, presque illisible. Il n'avait pas voulu revenir, jamais. Mais les dettes s'accumulaient. Sa femme Élise était malade et la vente du manoir pouvait tout arranger. Juste quelques jours, s'était-il dit. Le temps d'inventorier, de rencontrer un acheteur, de signer les papiers. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Adrien fronça les sourcils. Le notaire avait pourtant dit que personne n'était venu ici depuis 1915, depuis la mort de son père. Il poussa le battant de chêne massif, qui céda avec un gémissement profond, et pénétra dans le vestibule. L'obscurité l'engloutit aussitôt. Ses yeux mirent plusieurs secondes à s'habituer. Puis, il le vit, le grand escalier central, imposant, majestueux, montant en spirale vers les étages supérieurs. Chaque marche de marbre blanc était veinée de gris, comme parcourue de cicatrices anciennes. La rampe en fer forgé serpentait le long des marches, ornée de motifs floraux qui, dans la pénombre, ressemblaient à des ronces. Et au pied de l'escalier, exactement au centre du vestibule, là où le sol de pierre formait un cercle plus sombre, Adrien sentit le froid le saisir. C'était là que son père était mort, là que son grand-père Gustave s'était brisé la nuque en 1889. Là que son arrière-grand-père Édouard avait été retrouvé, le corps tordu dans une position impossible, en 1847. Adrien détourna le regard et alluma sa lampe à pétrole. La flamme vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Des portraits de famille le fixaient depuis leur cadre doré. Des visages sévères, des regards lourds, des bouches qui ne souriaient jamais. Il traversa le vestibule rapidement, ses pas résonnant sur la pierre froide, et poussa la porte du salon. L'air y était épais, chargé de poussière et de quelque chose d'autre, une odeur de cire refroidie, de vieux papier, de temps suspendu. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, fantômes immobiles dans la lueur tremblante. Adrien posa sa valise près de la cheminée et entreprit de faire du feu. Le bois craqua, la fumée s'éleva, et peu à peu, une chaleur timide commença à repousser le froid. Il s'assit dans un fauteuil poussiéreux et sortit de sa sacoche les documents que le notaire lui avait remis. Des actes de propriété, des registres de décès, des certificats médicaux jaunis. Tous mentionnaient la même chose, chute accidentelle dans l'escalier, traumatisme crânien, mort instantanée. Mais Adrien savait que les villageois racontaient une autre histoire. Ils disaient que la maison Beaumont était maudite, que quelque chose vivait dans ses murs, que les morts revenaient, que l'escalier appelait les vivants, une marche après l'autre jusqu'à ce qu'il tombe. Son père lui avait toujours interdit de monter seul. « Ne va jamais là-haut après la tombée de la nuit », murmurait-il, les yeux fixés sur l'escalier, comme s'il attendait de voir quelqu'un descendre. « Promets-le-moi, Adrien. » Et puis un soir de décembre 1915, alors qu'Adrien avait 15 ans, son père avait monté ses marches. On l'avait retrouvé au matin, le corps froid, la nuque brisée, les mains crispées, comme s'il avait essayé de se retenir à quelque chose d'invisible. Adrien ferma les yeux et respira profondément. Il n'était pas superstitieux, il ne croyait pas aux fantômes, aux malédictions, aux légendes de village. Il était un homme moderne, rationnel.
Il était venu ici pour vendre, pour partir, pour tourner la page. Mais alors qu'il rouvrait les yeux, son regard fut attiré par un détail qu'il n'avait pas remarqué. Au fond du salon, posé sur un secrétaire en noyer, se trouvait une pile de lettres attachées par un ruban rouge défraîchi. Adrien se leva et s'approcha. Les enveloppes étaient anciennes, scellées à la cire, adressées à différents membres de la famille Beaumont. Certaines portèrent des dates, 1852, 1871, 1903. D'autres n'étaient pas ouvertes. Il en saisit une, brisa le sceau et déplia le papier jauni. L'écriture était fine, nerveuse, presque illisible par endroits. « Mon cher frère Édouard, je t'écris depuis Clermont où je me suis réfugié après ce qui s'est passé. Je ne peux plus retourner là-bas. Je ne peux plus fermer les yeux sans le voir. Ce que nous avons fait, ce que tu as fait, cela ne peut rester caché. Il faut que quelqu'un sache. Il faut que quelqu'un arrête cela avant qu'il ne soit trop tard. » La maison se souvient, Édouard. Elle se souvient de tout. Et elle n'a pas fini de réclamer son dû. Que Dieu nous pardonne. Ton frère, Henri. Adrien relut la lettre 2 fois, le cœur battant. Henri Beaumont. Il ne connaissait pas ce nom. Dans l'arbre généalogique familial, Édouard n'avait qu'un seul frère mentionné, Gustave, son propre grand-père. Henri avait été effacé. Un craquement retentit au-dessus de sa tête. Adrien leva les yeux vers le plafond. Le bruit venait de l'étage, un pas lourd, lent, qui se déplaçait dans un couloir. Il resta immobile, retenant son souffle. Puis un autre pas, et un autre. Quelqu'un marchait là-haut. Adrien posa la lettre et sortit du salon, la lampe à la main. Le vestibule était plongé dans l'obscurité. Seule la flamme tremblante de sa lampe éclairait le cercle de pierre au pied de l'escalier. Les pas continuaient, réguliers, méthodiques. Il s'approcha de l'escalier, le cœur cognant dans sa poitrine. La rampe était glacée sous sa main. Il leva la lampe vers le palier supérieur, mais ne vit que des ténèbres. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Les pas s'arrêtèrent, le silence retomba, épais, oppressant. Puis, lentement, une porte grinça quelque part dans les étages. Et Adrien entendit distinctement, porté par le courant d'air glacé qui descendait l'escalier, un murmure, un seul mot, répété encore et encore, comme une litanie. « Beaumont, Beaumont, Beaumont !» Adrien ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le salon, le feu mourant projetant des ombres mouvantes sur les murs, la lettre d'Henri serrée entre ses doigts tremblants. Dehors, le vent d'Auvergne hurlait contre les volets, faisant gémir la vieille charpente comme un animal blessé. Les pas au-dessus de sa tête avaient cessé vers minuit, mais le murmure, lui, continuait dans son esprit. Beaumont, 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 comme un appel. Comme un avertissement. Quand l'aube grise se glissa enfin à travers les fenêtres sales, Adrien se leva, les membres ankylosés, et décida qu'il devait comprendre. Il ne pouvait pas vendre cette maison sans savoir ce qui s'y était passé, sans savoir pourquoi Henri avait été effacé de l'histoire familiale, sans savoir ce qu'Édouard avait fait. Il remonta ses manches et se dirigea vers le bureau de son père, une pièce sombre au fond du couloir est que personne n'avait touché depuis 1915. La porte résista. Le bois gonflé par l'humidité refusait de céder. Adrien dut peser de tout son poids contre le battant, et finalement, avec un craquement sec, la porte s'ouvrit dans un nuage de poussière. L'odeur le frappa immédiatement. Vieux papier moisi, encre séchée, tabac froid. La pièce était petite, étouffante, encombrée de meubles massifs en chêne sombre. Un grand bureau trônait devant la fenêtre, condamné par des planches clouées. Des étagères surchargées de registres et de dossiers couvraient 3 murs entiers. Adrien avança prudemment, sa lampe à pétrole à la main. La lumière révéla des piles de documents partout. Actes notariés, correspondances, registres de comptes, journaux intimes reliés de cuir usé. Il commença par le bureau. Les tiroirs étaient coincés, mais avec patience, il parvint à en ouvrir un. À l'intérieur, une chemise en carton portait une inscription à l'encre noire. Affaire 1847, confidentielle. Le cœur d'Adrien s'accéléra. 1847, l'année de la mort d'Édouard. Il déposa la chemise sur le bureau et l'ouvrit délicatement. Le papier craqua sous ses doigts. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis, des rapports médicaux et une série de lettres manuscrites. Le premier document était un article du Courrier d'Auvergne, daté du 23 novembre 1847. Tragédie dans une famille notable.
Monsieur Édouard Beaumont, propriétaire terrien respecté de la commune de Saurier, a été retrouvé mort hier matin au pied de l'escalier principal de sa demeure. Le médecin légiste a conclu à une chute accidentelle. Monsieur Beaumont laisse derrière lui son épouse, Madame Clotilde Beaumont, et ses 2 fils, Gustave, âgé de 12 ans, et Henri, âgé de 9 ans. La famille demande que l'on respecte son deuil. Adrien fronça les sourcils. 2 fils, Gustave et Henri. Pourtant, dans tous les documents officiels, dans l'arbre généalogique familial encadré dans le vestibule, Henri n'existait pas. Il continua à lire. Le rapport médical, rédigé par un certain docteur Morel, était plus détaillé. Le défunt présente de multiples fractures, crâne, vertèbres cervicales, côte. Les blessures sont compatibles avec une chute d'une hauteur de 3 à 4 mètres. Cependant, j'observe des contusions inhabituelles sur les poignets et les chevilles, comme si le corps avait été retenu ou manipulé. J'ai fait part de mes observations à Madame Beaumont, qui a insisté pour que l'affaire soit close rapidement. Aucune enquête n'a été ouverte, manipulée, retenue. Adrien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il tourna les pages et tomba sur une lettre pliée en 4, l'encre délavée par le temps. Clermont-Ferrand, 3 décembre 1847. Chère mère, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Je sais ce que Gustave t'a dit, mais il ment. C'est lui, mère. C'est lui qui a poussé père. Je l'ai vu. J'étais caché dans le couloir, et je l'ai vu. Père criait. Il disait qu'il savait tout, qu'il allait le dénoncer, qu'il ne pouvait pas laisser faire ça. Et puis Gustave l'a attrapé par les épaules, et il l'a poussé. Père est tombé, mère. Il est tombé, et il a hurlé, et ensuite il ne bougeait plus. Gustave m'a vu. Il m'a regardé, et il a dit que si je parlais, il me tuerait aussi. Il a dit que personne ne me croirait, que c'était moi le fou, que j'avais toujours été étrange. Je ne peux pas rester, mère. Je ne peux pas vivre dans cette maison avec lui. Je pars, ne me cherche pas. Ton fils, Henri. Adrien relut la lettre 3 fois, la nausée montant dans sa gorge. Gustave avait tué son propre père. Gustave, son grand-père, qu'on lui avait toujours décrit comme un homme droit, pieux, un pilier de la communauté. Gustave, qui était mort exactement au même endroit qu'Édouard, 42 ans plus tard. Il continua à fouiller le bureau. Dans un autre tiroir, il trouva un journal intime, relié de cuir noir, fermé par une lanière. L'écriture sur la première page était celle de son père, Lucien Beaumont. 10 janvier 1914. Je ne peux plus dormir. Chaque nuit, je le vois. Mon père, Gustave, debout au sommet de l'escalier, me fixant avec ce regard vide. Il dit que c'est mon tour, que le sang appelle le sang, que ce qui a été fait doit être payé. J'ai relu les documents qu'il cachait dans le coffre. J'ai lu la lettre d'Henri. J'ai lu les rapports. Je sais maintenant ce que mon père a fait. Et je sais ce que son père a fait avant lui. Cette maison est maudite par notre propre faute. Nous avons tué, nous avons menti, nous avons effacé. Et maintenant, la maison se venge. Elle nous reprend un par un, exactement là où tout a commencé. Je ne veux pas mourir comme eux, je ne veux pas tomber, mais je sens que je n'ai plus le choix. L'escalier m'appelle, chaque soir, un peu plus fort. Les pages suivantes étaient de plus en plus erratiques, l'écriture tremblante, presque illisible. Lucien décrivait des cauchemars, des voix, des présences. Il parlait de Henri revenu hanter la maison. Il parlait d'Édouard qui n'avait jamais quitté le vestibule. La dernière entrée datait du 14 décembre 1915, 2 jours avant sa mort. Je ne peux plus résister. Cette nuit, je monterai. Je dois savoir ce qu'il y a en haut. Je dois voir ce qui nous appelle. Si je ne reviens pas, que quelqu'un brûle cette maison, qu'on la rase jusqu'aux fondations. C'est la seule façon d'arrêter ça. Adrien referma le journal, les mains tremblantes. Il se leva et fit quelques pas dans la pièce, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Sa famille n'était pas victime d'une malédiction mystique. Elle était victime de ses propres crimes. Gustave avait assassiné son père, et depuis, chaque génération portait ce poids, ce secret, cette culpabilité qui rongeait l'esprit jusqu'à ce que la maison, ou peut-être simplement la folie, les pousse à monter cet escalier et à tomber. Mais alors pourquoi tombaient-ils tous exactement au même endroit? Pourquoi les mêmes blessures? Pourquoi cette impression que quelque chose les attendait? Un bruit le tira de ses pensées. Un craquement, sec, distinct. Adrien se figea. Le bruit venait du couloir, juste derrière la porte. Lentement, très lentement, il tourna la tête. La porte du bureau, qu'il avait laissée grande ouverte, était maintenant fermée. Son sang se glaça.
Il n'avait entendu personne s'approcher. Il n'avait senti aucun courant d'air. La porte s'était refermée toute seule. Adrien s'avança, posa la main sur la poignée glacée et l'abaissa. La porte ne bougea pas. Il tira plus fort. Rien. Elle était verrouillée de l'extérieur. « Hé !» cria-t-il, la panique montant dans sa voix. « Il y a quelqu'un ? Ouvrez cette porte !» Silence. Puis, de l'autre côté, il entendit un glissement, comme des pas traînants sur le parquet. Des pas qui s'éloignaient lentement vers le vestibule, vers l'escalier. Adrien martela la porte de ses poings. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » Aucune réponse. Juste le silence. Et dans ce silence, porté par l'écho de la maison vide, il entendit à nouveau ce murmure glacial. « Beaumont ». Adrien mit 3 heures à sortir du bureau. Il avait fini par arracher les planches clouées devant la fenêtre, avec le pied d'une chaise cassée, se taillant les mains sur les échardes et les clous rouillés. Le vent d'automne s'était engouffré dans la pièce, dispersant les documents comme des feuilles mortes. Il avait sauté dans le jardin, envahi par les ronces, atterrissant brutalement sur la terre gelée et était rentré par la porte de la cuisine. Le couloir était vide. La porte du bureau, vue de l'extérieur, était entr'ouverte, comme s'il ne l'avait jamais fermée, comme si rien ne s'était passé. Mais Adrien savait ce qu'il avait entendu, savait ce qu'il avait ressenti. Quelque chose ne voulait pas qu'il quitte cette maison. Il passa le reste de l'après-midi à inventorier les pièces du rez-de-chaussée, évitant soigneusement le vestibule et l'escalier. Il trouva une vieille cuisine, aux murs noircis de suie, une salle à manger où la table était encore dressée pour un repas qui n'avait jamais eu lieu, une bibliothèque dont les étagères s'affaissaient sous le poids de livres moisis. Mais plus il explorait, plus il sentait le poids de la maison peser sur lui. Les plafonds semblaient s'abaisser, les murs se resserrer, et partout, sur chaque surface poussiéreuse, il remarquait des traces, des empreintes de pas qui n'étaient pas les siennes, des marques de mains sur les murs, comme si quelqu'un s'était appuyé là, récemment. Vers 17 heures, alors que la lumière déclinait déjà derrière les nuages bas, Adrien décida qu'il devait monter. Il devait voir ce qu'il y avait à l'étage. Il devait comprendre ce qui avait attiré son père là-haut cette nuit de décembre 1915. Il devait savoir ce que cachait cette maison. Il se planta devant le grand escalier, la lampe à pétrole à la main. Les marches de marbre blanc montaient en spirale, disparaissant dans l'obscurité du palier supérieur. La rampe en fer forgé serpentait comme une colonne vertébrale, et au centre du vestibule, ce cercle de pierre plus sombre, où tout s'était tombé. Adrien posa le pied sur la première marche. Le froid le saisit immédiatement. Un froid intense, surnaturel, qui remontait de la pierre et s'infiltrait dans ses os. Il serra les dents et continua. 2e marche. 3e marche. Chaque pas résonnait dans le silence comme un battement de cœur. La lampe projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de portraits. Les visages des Beaumont le regardaient à monter. Édouard avec son regard dur, Gustave avec sa bouche crispée, Lucien avec ses yeux creusés par l'insomnie. Tous étaient morts ici. 10e marche. 15e marche. La température continuait de chuter. Son souffle formait des nuages de vapeur devant son visage. Il entendait maintenant un bruit très faible, un grattement, comme des ongles sur du bois, quelque part dans les étages. 20e marche. Il atteignit le palier du premier étage. Un long couloir s'étendait devant lui, bordé de portes closes. Le papier peint se décollait en lambeaux, révélant le plâtre moisi en dessous. Les toiles d'araignée pendirent du plafond comme des voiles funèbres. Adrien avança lentement, ouvrant chaque porte l'une après l'autre. La première chambre était vide, à l'exception d'un lit défoncé et d'une armoire renversée. La deuxième contenait des malles remplis de vêtements d'époque, rongés par les mites. La troisième était une nurserie abandonnée, un berceau au centre de la pièce, une poupée de porcelaine au visage fissuré, assise sur le rebord de la fenêtre. Puis il arriva à la dernière porte du couloir. Elle était différente des autres, plus massive, en chêne épais, clouté de fer, et sur toute sa surface, quelqu'un avait gravé des symboles, des croix, des pentagrammes, des inscriptions en latin que Adrien ne comprenait pas. Il posa la main sur la poignée. Elle était glacée, presque douloureuse à toucher. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit lentement, dans un grincement lugubre, et Adrien leva sa lampe. Ce qu'il vit le figea sur place. La pièce était grande, circulaire, avec un plafond voûté. Les murs étaient entièrement couverts de photographies. Des centaines de photographies jaunies épinglées directement dans le plâtre, se chevauchant, formant une mosaïque macabre. Adrien s'approcha, le cœur battant.
Les photos représentaient la même scène encore et encore, sous différents angles, le vestibule, le grand escalier, et au pied de l'escalier, dans le cercle de pierre sombre, des corps. Édouard Beaumont, le crâne écrasé, les bras tordus. Gustave Beaumont, la nuque brisée, les yeux grands ouverts. Lucien Beaumont, recroquevillé dans une position impossible, les doigts griffant la pierre. Et d'autres corps que Adrien ne reconnaissait pas. Des hommes en vêtements anciens, du XVIIIe siècle peut-être, tous morts au même endroit, dans la même position. La famille Beaumont ne mourait pas à cet endroit depuis 1847. Elle mourait là depuis bien plus longtemps. Adrien recula, le souffle court. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur une table au centre. Des documents y étaient étalés, des registres paroissiaux, des actes de décès, des croquis architecturaux de la maison. Il s'approcha et se pencha sur les papiers. Le premier document était un plan de la propriété daté de 1723. La maison avait été construite sur l'emplacement d'une ancienne chapelle. Une annotation à l'encre rouge précisait « Fondations instables, présence de cryptes souterraines ». Ne pas excaver. Le deuxième document était un extrait de registre paroissial, écrit en latin qu'Adrien déchiffra péniblement. Anno Domini 1721. Le prêtre Jacques Beaumont a été jugé et condamné pour sorcellerie, profanation de sépulture et commerce avec les forces obscures. Il a été pendu dans la chapelle même où il officiait et son corps a été enterré sous le seuil en guise de malédiction éternelle. Que Dieu ait pitié de son âme damnée. Jacques Beaumont, un prêtre, un sorcier. Un ancêtre. Adrien sentit ses jambes fléchir. Il se retint au bord de la table, les yeux fixés sur le document. Tout prenait sens maintenant. La maison n'avait pas été construite par hasard sur cet emplacement. Elle avait été construite sur le corps de Jacques Beaumont, sur sa tombe, sur sa malédiction. Et le cercle de pierre au pied de l'escalier, ce cercle où tous mouraient, était exactement là où le prêtre avait été enterré. Un bruit le fit sursauter. Derrière lui, dans le couloir, une porte venait de claquer. Adrien se retourna, le cœur affolé. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Sa lampe projetait un cercle de lumière tremblante qui n'éclairait que quelques mètres devant lui. « Qui est là » cria-t-il, la voix cassée. Pas de réponse. Mais il entendait maintenant quelque chose, un bruit sourd, rythmé, comme des pas qui montaient un escalier, lentement, méthodiquement, marche après marche. Adrien se précipita vers la porte de la pièce circulaire, mais elle se referma brutalement devant lui. Il tira sur la poignée, coincé, verrouillé de l'extérieur. Les pas continuaient à monter. Il colla son oreille contre la porte. Les pas atteignirent le palier. Ils s'arrêtèrent, puis ils recommencèrent à avancer plus lentement, se rapprochant du couloir. Adrien recula, le dos contre les murs couverts de photographies. Il leva sa lampe vers la porte, le souffle coupé. La poignée bougea. Elle s'abaissa lentement, très lentement, comme actionnée par une main invisible. La porte s'entr'ouvrit d'1 centimètre, puis d'un autre. Et dans l'interstice, Adrien vit quelque chose, une ombre, haute, immobile. La porte s'ouvrit complètement. Il n'y avait personne dans le couloir, mais l'air était glacé, chargé d'une odeur de terre humide et de cierge éteint. Et sur le plancher poussiéreux, Adrien distingua des traces de pas, des traces boueuses, fraîches, qui menaient directement à lui. La lampe s'éteignit d'un coup, l'obscurité l'engloutit, et dans le noir absolu, Adrien entendit une voix rauque, ancienne, qui semblait venir de partout à la fois. « Tu es venu !» Enfin, le dernier Beaumont, le sang doit achever son cycle. Descends, descends vers moi. Adrien ne se souvenait pas comment il était sorti de cette pièce. Quand il reprit conscience, il était dehors, à genoux dans l'herbe gelée du jardin, vomissant sa bile, les mains tremblantes agrippées à la terre froide. La nuit était tombée. Un croissant de lune pâle perçait les nuages, jetant une lumière blafarde sur le manoir qui se dressait derrière lui comme une bête endormie. Il avait couru. Il avait fui dans le noir, dévalant l'escalier sans regarder derrière lui, sentant ce souffle glacé dans sa nuque, cette présence qui le poursuivait. Il avait traversé le vestibule en trébuchant, évitant de justesse le cercle de pierre sombre, et s'était jeté contre la porte d'entrée qui avait cédé sous son poids. Maintenant, assis dans l'herbe mouillée de rosée, le dos contre un vieux chêne, il essayait de reprendre son souffle et de rassembler ses pensées. Il devait partir. Immédiatement.
Oublier la vente, oublier l'argent, oublier cette maison maudite. Prendre le train du matin à Clermont-Ferrand et ne jamais revenir. Mais quelque chose le retenait, cette voix. Ces mots, le sang doit achever son cycle. Qu'est-ce que cela signifiait? Quel cycle? Et pourquoi lui? Adrien se releva péniblement, les jambes encore faibles. Il regarda la maison. Toutes les fenêtres étaient noires, aveugles, mais il sentait qu'on l'observait, qu'on attendait son retour. Il ne pouvait pas y retourner seul. Il devait parler à quelqu'un, quelqu'un qui connaissait l'histoire de cette maison. Madame Corbin. La vieille femme vivait à la lisière du village, dans une petite ferme de pierre couverte de lierre. C'était elle qui tenait l'épicerie quand Adrien était enfant, elle qui baissait toujours les yeux quand on mentionnait les Beaumont, elle qui faisait le signe de croix en passant devant le chemin menant au manoir. Adrien traversa les bois à la lueur de la lune, suivant le sentier qu'il connaissait encore par cœur. Les branches nues des châtaigniers griffèrent le ciel. Un hibou ulula quelque part dans l'obscurité. Le vent portait une odeur de fumée de bois et de terre mouillée. Il arriva à la ferme vers 22 heures. Une lumière tremblotait à la fenêtre de la cuisine. Adrien frappa à la porte. 3 coups secs. Le silence. Puis des pas traînants. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne. Le visage ridé de Madame Corbin apparut dans l'interstice. Ses yeux se posèrent sur Adrien et immédiatement elle pâlit. Mon Dieu, Adrien Beaumont. Madame Corbin, je dois vous parler. C'est important. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa derrière lui, vers les bois, vers la colline, où se dressait le manoir invisible dans la nuit. Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. Tu ne devrais pas être revenu, s'il vous plaît. Je dois comprendre. Elle hésita, puis referma la porte pour enlever la chaîne. Quand elle rouvrit, son visage était grave, creusé par l'inquiétude. Entre, vite. La cuisine était petite, chaude, éclairée par une lampe à huile posée sur une table de bois usée. Un feu crépitait dans l'âtre. Madame Corbin fit signe à Adrien de s'asseoir et versa 2 verres d'eau de vie de prune dans des petits verres ébréchés. « Bois, dit-elle, tu en auras besoin. » Adrien avala le liquide d'un trait. La chaleur se répandit dans sa poitrine, chassant un peu le froid qui s'était installé en lui. « Vous saviez, dit-il, vous savez ce qu'il y a dans cette maison. » Madame Corbin s'assit en face de lui, les mains nouées sur la table. Elle ne le regardait pas. Ses yeux fixaient la flamme dansante de la lampe. « Tout le monde sait, répondit-elle doucement, mais personne ne parle. Parce que parler, c'est donner du pouvoir à ce qui dort là-bas. Ce n'est pas en train de dormir, Madame Corbin, c'est en train de me traquer. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Dans son regard, Adrien lut de la pitié et de la peur. « Alors c'est déjà trop tard, murmura-t-elle. Dites-moi ce que vous savez. Tout. » La vieille femme soupira longuement. Elle se leva, alla chercher une vieille boîte en fer blanc sur une étagère et la déposa sur la table. À l'intérieur, des papiers jaunis, des coupures de journaux, des photographies. « Ma grand-mère était servante au manoir, commença-t-elle. Elle y a travaillé de 1880 à 1889, jusqu'à la mort de Gustave Beaumont. Elle m'a tout raconté avant de mourir. Elle disait qu'elle devait parler, que quelqu'un devait savoir. Elle sortit une photographie de la boîte. On y voyait le manoir dans les années 1880, et devant l'entrée, une dizaine de personnes, la famille Beaumont et les domestiques. Madame Corbin pointa du doigt une jeune femme au visage sévère. C'est elle, Marie Corbin. Elle avait 22 ans. Adrien examina la photo. Gustave Beaumont se tenait au centre, grand, le regard dur, une main posée sur l'épaule d'un jeune garçon, Lucien, le père d'Adrien. Ma grand-mère m'a dit que Gustave était un homme cruel, violent. Il battait les domestiques, enfermait son fils dans la cave pendant des jours entiers, et il avait une obsession, l'escalier. Il passait des heures à le contempler, à monter et descendre, à murmurer des prières en latin. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il y avait en dessous. Madame Corbin sortit un autre document, un plan architectural du manoir, semblable à celui qu'Adrien avait trouvé dans la pièce circulaire. La maison a été construite sur une chapelle, continua-t-elle, et sous la chapelle il y a une crypte où le prêtre Jacques Beaumont a été enterré après son exécution en 1721.
Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Jacques n'a pas été pendu simplement pour sorcellerie. Elle se pencha vers Adrien, sa voix descendant à un murmure. Il a assassiné 14 personnes, 14 paroissiens. Il les a égorgés dans la chapelle, pendant la messe, et il a utilisé leur sang pour sceller un pacte. Un pacte avec quelque chose de très ancien, de très noir. Il voulait l'immortalité. Il voulait que son nom, que son sang, que sa lignée perdurent pour toujours. Adrien sentit son estomac se nouer. Le pacte a été rompu quand on l'a pendu, poursuivit Madame Corbin. Mais il avait déjà eu le temps de se reproduire. Il avait eu un fils, et ce fils a eu un fils, et ainsi de suite. Les Beaumont descendent directement de lui, de son sang maudit. Et le pacte? Il exige un tribut. Tous les 30 à 40 ans, un Beaumont doit mourir à l'endroit exact où Jacques a été enterré, pour nourrir ce qui dort en dessous, pour maintenir la lignée vivante. C'est de la folie. C'est la vérité, répliqua-t-elle sèchement. Édouard est mort en 1847, Gustave en 1889, ton père en 1915, et maintenant. Elle ne finit pas sa phrase, elle n'en avait pas besoin. Adrien ferma les yeux. Son père avait su, il avait lu les documents, il avait compris. Et il était quand même monté. Ta grand-mère m'a dit autre chose, ajouta Madame Corbin. Elle m'a dit que la nuit où Gustave est mort, elle l'a vu. Elle était dans sa chambre, au 2e étage, et elle a entendu du bruit dans le vestibule. Elle est descendue, et elle l'a vu, debout, au sommet de l'escalier, les yeux vides, comme en transe. Et elle a vu autre chose. Quoi? Une ombre, une grande ombre noire, sans visage, qui se tenait derrière lui. Elle avait des mains longues, blanches, qui se posaient sur ses épaules. Et puis l'ombre l'a poussée. Adrien se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Il faut détruire cette maison. Il faut brûler tout ça. Ça ne servira à rien, » dit Madame Corbin tristement. « Tant que la crypte existe, tant que le corps de Jacques repose là, le pacte continue. Alors il faut descendre. Il faut ouvrir la crypte. » La vieille femme le regarda comme s'il venait de signer son arrêt de mort. « Personne n'a jamais ouvert cette crypte, Adrien. Parce que ceux qui essayent ne remontent jamais. » Un long silence tomba. Dehors, le vent se levait, faisant gémir les volets. La flamme de la lampe vacilla. « Pourtant, je dois y aller, » dit finalement Adrien. « Je suis le dernier. Si je ne fais rien, ça ne s'arrêtera jamais. » Madame Corbin hocha lentement la tête. Elle se leva, fouilla dans un tiroir et en sortit une vieille clé en fer rouillé. « Ta grand-mère a volé ça avant de partir, » dit-elle. Elle disait que c'était la clé de la chapelle originelle, qu'elle ouvrait la porte de la crypte. Elle tendit la clé à Adrien. Il la prit, sentant le métal froid et lourd dans sa paume. « Si tu y vas, » murmura-t-elle, « ne regarde pas en arrière. Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, ne regarde jamais en arrière. » Adrien attendit l'aube pour retourner au manoir. Il avait passé le reste de la nuit chez Madame Corbin, assis près du feu, la clé rouillée serrée dans son poing. La vieille femme n'avait plus parlé. Elle avait simplement prié, égrenant son chapelet dans le silence, les lèvres murmurant des Ave Maria inaudibles. Quand les premières lueurs grises percèrent les nuages, Adrien se leva. Madame Corbin lui tendit un sac en toile contenant une lampe à pétrole neuve, des allumettes, une corde et un petit flacon d'eau bénite qu'elle avait gardé depuis des années. « Pour ce que ça vaut, » avait-elle dit. Adrien remonta le sentier à travers les bois. Les arbres étaient immobiles, silencieux. Aucun oiseau ne chantait. Le brouillard s'accrochait au sol comme un linceul, avalant ses pas. Il avait l'impression de marcher dans un monde mort, suspendu entre deux réalités. Le manoir apparut devant lui, masse sombre émergeant de la brume. Les fenêtres le fixaient comme des yeux vides. La porte d'entrée était ouverte. Il ne l'avait pas laissée ouverte. Adrien serra les dents et entra. Le vestibule était plongé dans une pénombre grise. L'escalier se dressait devant lui, majestueux et menaçant. Le cercle de pierre sombre au pied des marches semblait absorber la lumière, comme un trou noir au centre de la pièce. C'était là, juste en dessous. Adrien posa son sac et s'agenouilla près du cercle. De près, il voyait maintenant que ce n'était pas simplement de la pierre plus sombre. C'étaient des traces de sang séché, incrustées dans les joints entre les dalles, accumulées pendant des siècles, des dizaines de morts, des dizaines de corps tombés exactement au même endroit. Il passa ses doigts sur la surface froide, cherchant un interstice, une faille. Et il le trouva, un mince espace entre deux dalles, juste assez large pour y glisser un couteau.
Il sortit son canif et le fit pénétrer dans la fente. Il força. La pierre résista, puis céda dans un craquement sourd. La dalle pivota légèrement, révélant un espace noir en dessous. Adrien glissa ses doigts dans l'ouverture et souleva. La pierre était lourde, épaisse, mais il parvint à la déplacer de quelques centimètres, puis un peu plus, puis assez pour voir ce qu'il y avait dessous. Un escalier. Un escalier de pierre descendant dans les ténèbres, étroit, raide, les marches usées par le temps. L'escalier vers la crypte. Une odeur remonta, âcre et suffocante, terre humide, moisissure, et quelque chose de plus ancien, de plus organique. Une odeur de décomposition figée dans le temps. Adrien alluma sa lampe, prit une grande inspiration et commença à descendre. Les marches étaient glissantes, couvertes d'une mousse visqueuse. Les murs de pierre suintaient. Il descendait lentement, une main sur le mur pour garder l'équilibre, l'autre tenant la lampe devant lui. La lumière ne portait pas loin. Elle se heurtait à l'obscurité, comme contre un mur solide. 10 marches, 20 marches, 30. La température chutait à chaque pas. Son souffle formait des nuages épais, ses doigts étaient engourdis. Il entendait un bruit maintenant, très faible, un goutte-à-goutte régulier, et dessous, quelque chose qui ressemblait à une respiration. Lente, profonde. 40 marches. L'escalier se terminait brusquement. Adrien leva sa lampe et se figea. Il se trouvait dans une vaste salle voûtée, une ancienne crypte creusée directement dans la roche. Les murs étaient couverts de niches où reposaient des ossements blanchis, crânes, tibias, côtes, empilés sans ordre. Des centaines d'ossements, peut-être des milliers. Au centre de la crypte se dressait un autel de pierre noire, et sur cet autel, une forme allongée, recouverte d'un linceul pourri. Le corps de Jacques Beaumont. Adrien s'approcha lentement, les jambes tremblantes. La lampe projetait des ombres mouvantes sur les voûtes. Il sentait des yeux sur lui, invisibles, innombrables, observant chacun de ses mouvements. Il s'arrêta devant l'autel. Le linceul était déchiré par endroits, révélant des fragments de vêtements ecclésiastiques noirs. Des mains desséchées émergeaient du tissu, croisées sur la poitrine, les doigts recroquevillés comme des cerfs. Et autour du cou, encore visible malgré les siècles, la marque de la corde qui l'avait pendu. Adrien remarqua alors quelque chose d'étrange. Le corps n'était pas décomposé, momifié, desséché, mais intact, comme si le temps n'avait pas prise sur lui, comme s'il attendait. Et sur le sol, tout autour de l'autel, des symboles étaient gravés dans la pierre, des pentagrammes, des cercles, des inscriptions en latin. Adrien reconnut certains mots, sanguis, sang, pactum, pacte, aeternum, éternel. Il sortit le flacon d'eau bénite de son sac et le déboucha. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit le laisser tomber. Il en versa quelques gouttes sur le linceul. Rien ne se passa. Il en versa davantage, directement sur les mains desséchées. Toujours rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Adrien sursauta violemment. La voix venait de derrière lui, une voix qu'il connaissait, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 33 ans. Il se retourna lentement. Son père se tenait là, à quelques mètres, vêtu du même costume sombre qu'il portait le jour de sa mort. Son visage était pâle, cireux, figé dans une expression de douleur. Ses yeux étaient vides, 2 trous noirs qui fixaient Adrien sans le voir vraiment. « Papa » murmura Adrien, la gorge serrée. « Tu n'aurais pas dû venir » dit l'apparition. Sa bouche ne bougeait pas vraiment. Les mots semblaient provenir de l'air lui-même. « Tu ne peux pas briser le pacte, personne ne le peut. »« Jean, tu n'es pas mon père. »« Non. Et oui, je suis ce qu'il reste de lui, ce que la maison garde. Nous sommes tous ici, Adrien, tous les Beaumont, tous ceux qui sont tombés. Nous attendons. » D'autres silhouettes émergèrent de l'obscurité. Gustave, le crâne enfoncé sur le côté. Édouard, les membres tordus dans des angles impossibles. Et d'autres, plus anciens, vêtus de costumes du XVIIIe siècle, tous marqués par la mort violente. Adrien recula contre l'autel, le cœur battant la chamade. « Que voulez-vous ? Ce que nous avons toujours voulu, répondit la voix de son père. Ce que Jacques voulait. La continuité. Le sang doit couler. Le pacte doit être honoré. Et tu es le dernier. Je refuse. Tu n'as pas le choix. Tu l'as senti dès que tu es entré dans cette maison. L'appel, la fin. Elle est en toi maintenant, dans ton sang, dans tes os. Tu monteras l'escalier, comme nous tous, et tu tomberas. »« Que non !»
Adrien saisit la corde dans son sac et l'enroula autour du corps momifié de Jacques. Les apparitions se rapprochèrent, silencieuses, menaçantes. « Si je détruis ça !» cria Adrien. « Si je sors ce corps d'ici et que je le brûle, le pacte sera rompu. » Un rire résonna dans la crypte, un rire froid, multiple, venant de toutes les directions à la fois. « Le pacte n'est pas dans le corps, » dit la voix. « Le pacte est dans le sang. Ton sang. Notre sang. » Les apparitions étaient maintenant tout autour de lui, formant un cercle, leurs mains tendues vers lui, leurs visages déformés par la mort. Adrien sentit quelque chose bouger sous ses doigts. Il baissa les yeux et vit avec horreur que les mains momifiées de Jacques s'étaient ouvertes, lentement, délibérément, et qu'elles l'attrapaient. Les doigts desséchés se refermèrent sur ses poignets avec une force terrible. Adrien hurla et tira de toutes ses forces, mais l'étreinte ne faiblissait pas. Le corps entier se soulevait maintenant, le linceul glissant, révélant un visage momifié, des lèvres noires recroquevillies sur des dents jaunies, et les yeux s'ouvrirent, des yeux vides, blancs, laiteux, et une voix, rauque, ancienne, sortit de cette bouche morte. « Bienvenue à la maison, mon fils !» Adrien hurla et frappa le corps momifié avec la lampe à pétrole. Le verre explosa. L'huile enflammée se répandit sur le linceul, sur l'autel, sur les mains desséchées qui le tenèrent toujours. Les flammes s'élevèrent immédiatement, léchant le tissu pourri, rongeant la chair momifiée. L'étreinte se relâcha. Adrien se jeta en arrière, tombant lourdement sur le sol de pierre. Les apparitions reculèrent dans un mouvement synchronisé, leurs silhouettes se dissolvant dans les ombres dansantes projetées par l'incendie. Le corps de Jacques Beaumont brûlait. L'odeur était insoutenable, chair calcinée, tissu moisi, quelque chose de sucré et d'écœurant qui prenait à la gorge. Les flammes montèrent vers les voûtes, éclairant la crypte d'une lueur orange et dansante. Mais au lieu de se consumer en silence, le corps se tordait, se convulsait, comme s'il luttait contre les flammes, et un cri s'éleva, un cri qui n'avait rien d'humain. Adrien se releva en titubant et courut vers l'escalier. Derrière lui, les murs de la crypte se mirent à trembler, des pierres tombèrent des voûtes. Les niches pleines d'ossements se vidèrent dans un fracas terrible, les crânes roulant sur le sol, les côtes s'entrechoquant comme des instruments macabres. Il grimpa les marches 4 à 4, les poumons en feu, les jambes brûlantes de fatigue. L'escalier tremblait sous ses pieds. Des fissures apparaissaient dans les murs, laissant échapper une poussière noire et âcre. 20 marches, 30 marches. Derrière lui, quelque chose montait, quelque chose de rapide, de furieux. Il entendait des grattements sur la pierre, des respirations rauques, multiples, superposées. Ne regarde pas en arrière. Les mots de Madame Corbin résonnaient dans son esprit. Ne regarde jamais en arrière. 40 marches. La lumière du vestibule apparut au-dessus de lui, faible, grise, mais réelle. Encore quelques mètres. Adrien jaillit de l'ouverture et se jeta sur le côté. Derrière lui, une masse noire explosa hors de la crypte. Un enchevêtrement d'ombres, de formes humaines déformées, de mains griffues, de visages hurlants. Les apparitions, toutes ensemble, poussées hors de leur prison par la destruction de leur ancêtre. Elles se répandirent dans le vestibule comme une marée sombre, rampant sur les murs, le plafond, se tordant dans l'air. Adrien se traîna vers la porte d'entrée, mais elle se referma brutalement devant lui. Il était piégé. Les ombres convergèrent vers lui, formant un cercle. Au centre, une silhouette se matérialisa lentement, plus nette que les autres. Jacques Beaumont, ou ce qui en restait, le visage carbonisé, la soutane en lambeaux fumants, les mains tendues vers Adrien. « Tu as détruit mon enveloppe », dit la voix amplifiée maintenant, résonnant dans toute la maison. « Mais tu ne peux pas détruire le pacte. Il est écrit dans le sang. Dans ton sang. Tu es le dernier. Tu dois tomber. Tu dois nourrir la terre. C'est la seule façon de perpétuer la lignée. »« Il n'y aura plus de lignée !» cria Adrien. « Je n'ai pas d'enfant. Je suis le dernier. Quand je mourrai, tout s'arrêtera. » Le silence tomba. Les ombres cessèrent de bouger. La silhouette de Jacques se figea. Puis un rire éclata. Un rire terrible, désespéré, qui ressemblait plus à un sanglot. « Tu crois que c'est la première fois qu'un Beaumont pense briser le cycle ainsi ?» murmura la voix. « Ton père n'avait qu'un seul fils. Gustave n'avait qu'un seul fils. Édouard avait 2 fils, mais il a fait disparaître Henri. Tous ont essayé d'être les derniers.
Et pourtant, le sang trouve toujours un chemin. Vous mentez. Non, c'est toi qui refuses de voir. Les ombres se séparèrent, révélant quelque chose que Adrien n'avait pas remarqué. Sur le mur du vestibule, près de l'escalier, il y avait une photographie encadrée. Une photographie récente. Adrien s'approcha, le cœur battant. C'était une photo de sa femme, Élise, prise il y a 6 mois lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or à Lyon. Elle souriait, la main posée sur son ventre légèrement arrondi. Elle était enceinte. Adrien sentit ses jambes se dérober sous lui. Non, c'était impossible. Élise lui aurait dit. Elle n'aurait jamais gardé un secret pareil, sauf si elle ne savait pas encore, sauf si c'était arrivé juste avant qu'ils ne partent pour l'Auvergne. « Tu vois » murmura la voix. Le sang continue. Il continue toujours, et dans quelques années, cet enfant reviendra ici, comme tu es revenu, comme ton père est revenu. Le pacte n'a pas besoin de ta mort, Adrien. Il a juste besoin que tu comprennes que tu ne peux pas t'échapper. Adrien tomba à genoux, le visage dans les mains. Tout ce sacrifice, toute cette lutte pour rien. Son enfant grandirait, vivrait, et un jour, inévitablement, il serait appelé ici. Et il tomberait, comme tous les autres. Non, murmura-t-il. Non, il doit y avoir un moyen. Il y en a un. Adrien leva la tête. La silhouette de Jacques s'était rapprochée. Elle se tenait maintenant juste devant lui, immense, terrifiante. Le pacte exige du sang, mais il n'exige pas nécessairement ta mort. Il exige un sacrifice, un choix. Quel choix? Reste ici, dans cette maison, pour l'éternité. Deviens le gardien du pacte. Remplace-moi, et ton enfant sera libre, la lignée sera brisée. Adrien fixa l'apparition, cherchant le piège, le mensonge. Comment puis-je te croire? Parce que je suis fatigué, Adrien. 300 ans à hanter ces murs, 300 ans à attendre, à réclamer, à tuer. Je veux me reposer. Je veux que ça se termine. Pour la première fois, la voix portait quelque chose qui ressemblait à de la sincérité, à de la lassitude. Adrien pensa à Élise, à l'enfant qu'elle portait, à leur vie à Lyon, simple, paisible, à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et il pensa à son père, debout au sommet de cet escalier, sachant qu'il allait mourir, espérant peut-être que son sacrifice suffirait. Il n'avait pas suffi, mais peut-être que celui d'Adrien le pourrait. « Si je reste, dit-il lentement, si j'accepte, tu jures que mon enfant ne reviendra jamais ici, qu'il ne sentira jamais l'appel? Je le jure, sur le sang qui nous lie, sur les morts qui nous entourent. » Adrien ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Alors j'accepte. » Le silence retomba dans le vestibule. Puis, lentement, les ombres commencèrent à se retirer. Elles remontèrent vers les étages, glissèrent dans les murs, disparurent dans les recoins de la maison. La silhouette de Jacques s'estompa, devenant translucide, puis vaporeuse, puis rien, et Adrien se retrouva seul, dans le vestibule glacé. Seul, avec le cercle de pierre sombre à ses pieds. Seul, pour l'éternité. Il se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, l'aube se levait enfin, baignant la vallée d'une lumière dorée. Les arbres se découpaient en ombres chinoises. Un corbeau s'envola d'une branche et disparut dans le ciel pâle. Adrien posa sa main contre la vitre froide. Il pensa à Élise, qui devait l'attendre à Lyon, inquiète de ne pas recevoir de nouvelles. Il pensa à l'enfant qui grandirait sans jamais le connaître. Il pensa à la vie qu'il ne vivrait jamais. Mais il avait fait son choix. Le dernier beau mot à tomber ne serait pas son enfant. Ce serait lui. Il se retourna et regarda l'escalier. Les marches de marbre blanc montaient vers les ténèbres. Il ne tomberait pas. Il ne mourrait pas. Il resterait ici, gardien et prisonnier, jusqu'à ce que la maison elle-même s'écroule. Adrien monta la première marche, puis la deuxième, et il continua à monter, disparaissant dans l'obscurité du palier supérieur. Lyon, 1965. La jeune femme s'appelait Marie Beaumont. Elle avait 17 ans, des cheveux noirs et des yeux gris qui ressemblaient étrangement à ceux de son grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Elle venait de recevoir une lettre du notaire Morel, de Clermont-Ferrand, une lettre l'informant qu'elle avait hérité d'une propriété en Auvergne. Un manoir ancien, inhabité depuis des décennies. Sa mère, Élise, maintenant âgée et malade, l'avait suppliée de ne pas y aller. « N'y va jamais, Marie. Promets-le-moi. Vends-la sans la voir. Détruis-la si tu le peux, mais n'y va jamais. » Marie avait promis, mais la curiosité était plus forte. Par une froide journée d'octobre, elle prit le train pour Clermont-Ferrand.
puis un taxi jusqu'au village de Sorier. Le chauffeur refusa de monter jusqu'à la maison. « Je ne vais pas là-haut, mademoiselle, personne ne va là-haut. » Marie fit le reste du chemin à pied. Quand elle arriva devant la grille en fer forgé, elle s'arrêta. Le manoir se dressait dans la brume, exactement comme dans les cauchemars qu'elle faisait depuis qu'elle était enfant. Des cauchemars où elle montait un escalier de marbre blanc, où elle tombait, où elle mourait. La porte d'entrée était entr'ouverte. Marie poussa la grille. Le grincement résonna dans la vallée silencieuse, et dans le vestibule sombre, quelque chose attendait, quelque chose qui avait attendu pendant 17 ans. Fi. Ah,